En 1968, Sean Hepburn Ferrer rentra à la maison. Il avait 18 ans. Il trouva sa mère allongée dans son lit, les yeux injectés de sang, un flacon de somnifères à son côté. La femme que le monde adorait comme un symbole d'élégance et de grâce venait d'essayer d'en finir. Cette nuit-là, Audrey Hepburn avoua à son fils adolescent les secrets les plus sombres de son mariage. Infidélité, humiliation, un mari qui avait été photographié avec plus de 200 femmes différentes pendant qu'elle élevait leurs enfants en silence. Le secret le mieux gardé d'Audrey, c'est qu'elle était triste, révélerait plus tard sa petite fille, Emma. Mais la tragédie de cette nuit n'était que la pointe de l'iceberg. Derrière le sourire le plus célèbre du cinéma se cachait une fillette qui avait failli mourir de faim pendant la guerre, avec des parents qui sympathisaient avec Hitler, un père qui l'avait abandonné pour rejoindre les fascistes, et un traumatisme si profond qu'il la poursuivrait jusqu'à son dernier souffle. Elle s'appelait Audrey Kathleen Hepburn, et ce que Hollywood lui a fait fut un crime pour lequel personne n'a jamais payé. Voici l'enquête que l'industrie du cinéma a enterrée pendant des décennies. Aujourd'hui, tu vas découvrir 4 éléments qui changent tout ce que tu pensais savoir sur elle. D'abord, il existe une photographie prise à Munich en 1935. On y voit les parents d'Audrey aux côtés d'Adolf Hitler. Une photo encadrée d'argent qui resta durant des années sur la cheminée de sa mère. Ensuite, le journal d'Anne Frank. Audrey l'a lu et a noté elle-même. Elle y trouva quelque chose qui la brisa à jamais. Quelque chose qui la liait à cette fillette juive d'une manière que personne n'aurait imaginée. Troisièmement, les confidences que son fils Sean rendit publiques des décennies après sa mort. Ce qu'il révéla au sujet de cette nuit-là est dévastateur. Et quatrièmement, les cadeaux qu'Audrey offrit lors de son dernier Noël. 3 manteaux d'hiver et les mots qu'elle prononça en les donnant. Des mots qui font encore pleurer ceux qui les entendent. Je te préviendrai quand chacune de ces révélations arrivera. Si tu pars avant la fin, tu manqueras la partie que sa famille a le plus tenté de garder secrète. Commençons par le début, par le secret que Hollywood a fabriqué pour la protéger. Quand Audrey remporta l'Oscar pour Vacances romaines en 1953, la machine publicitaire d'Hollywood se mit en marche. On créa une histoire parfaite. Fille d'un banquier international, mère aristocrate hollandaise, élégance européenne, noblesse raffinée, une histoire de rêve pour une star de rêve. C'était faux. La vérité était bien plus sombre. Les parents d'Audrey, la baronne Ella Van Heemstra et Joseph Victor Anthony Ruston, étaient des membres actifs de l'Union britannique des fascistes. Ils ne faisaient pas que sympathiser avec le nazisme. Ils avaient rencontré Hitler en personne, dîné avec ses collaborateurs, applaudi ses discours. Garde ce détail en tête. Tu en auras besoin. En mai 1935, alors qu'Audrey n'avait que 6 ans, ses parents la laissèrent seule le jour de son anniversaire. Elle attendait une fête, des cadeaux, leurs bras, leurs chansons. À la place, ils partirent en Allemagne. Ils voyageaient avec une délégation conduite par Oswald Mosley, le leader fasciste britannique. Ils visitèrent dans les autoroutes nazies des usines, des écoles, des logements ouvriers censés illustrer le progrès du Troisième Reich. Les guides leur montraient l'avenir, l'avenir que Hitler promettait. Le point culminant du voyage fut une rencontre à la Maison Brune de Munich, le quartier général du parti nazi. C'est là qu'ils rencontrèrent Adolf Hitler. La baronne Ella fut fascinée. Ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait de cette rencontre. Elle décrivait Hitler comme un homme de vision, un leader charismatique, quelqu'un qui comprenait ce dont l'Europe avait besoin. Elle fut tellement impressionnée que quelques mois plus tard, elle retourna seule en Allemagne pour assister au rassemblement de Nuremberg. Des milliers de torches illuminant la nuit, des bras levés pour le salut nazi, et elle parmi la foule, applaudissant, émue, persuadée d'assister à la naissance d'un nouvel ordre mondial. Elle écrivit ensuite un article enthousiaste pour la revue fasciste Black Shirt. Nous avons entendu l'appel du fascisme et nous avons suivi la lumière sur le chemin ascendant vers la victoire, écrivit-elle de sa propre main. Voilà les mots exacts de la mère d'Audrey Hepburn en 1935. Publiés, signés, documentés. Le secret le mieux gardé d'Audrey, c'est qu'elle était triste, et ce n'était que le début des raisons. Mais ce qui arriva ensuite fut encore plus sombre. Dès leur retour d'Allemagne ce même mois de mai, Joseph Ruston abandonna sa famille. Il laissa sa femme en larmes pendant des jours, des semaines où elle pouvait à peine sortir du lit, et il laissa sa fille de 6 ans dévastée. Audrey attendait chaque jour à la fenêtre,
scrutant la rue, espérant voir la silhouette de son père approcher. Il ne revint jamais. Ce n'était pas pour une autre femme. Il l'avait quitté pour le fascisme. Il se consacra entièrement à la cause nazie. Il partagea son temps entre le Parti fasciste belge et l'Union britannique des fascistes. Il voyageait sans cesse, assistait à des réunions clandestines, distribuait de la propagande pendant que sa fille l'attendait à la maison, demandant quand papa reviendrait. Il ne revint jamais. En 1938, le Parlement britannique enquêta sur Joseph Raston. On l'accusait de recevoir de l'argent d'Allemands lié à Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, pour financer un journal antisémite à Londres. Ses associés incluaient un avocat nazi et un membre de la Gestapo. En juin 1940, lorsque l'Angleterre entra en guerre contre l'Allemagne, Joseph Raston fut arrêté. Emprisonné comme ennemi de l'État sous la régulation 18B pour son activité fasciste, il fut interné sur l'île de Man pendant toute la guerre. Le père d'Audrey Hepburn, emprisonné comme sympathisant nazi. Alors que d'autres pères combattaient Hitler, le sien l'admirait. L'abandon de mon père fut l'événement le plus traumatisant de ma vie, confierait Audrey des décennies plus tard, la voix brisée, les yeux humides. Il a laissé en moi une cicatrice très profonde. J'ai aimé mon père plus qu'aucun autre homme dans toute ma vie. J'ai passé des années à imaginer qu'il reviendrait pour tout expliquer, que ce n'avait été qu'un malentendu, qu'il nous aimait. Il ne l'a jamais fait. Peut-être que toi aussi tu connais ce sentiment. Aimer quelqu'un qui t'a abandonné, porter un vide qui ne se comble jamais, chercher dans chaque relation quelque chose que tu as perdu enfant, te réveiller la nuit en te demandant ce que tu as mal fait, ce que tu aurais pu faire autrement. Audrey ressentit cela toute sa vie. Si son père la blessa en partant, sa mère la blessa autrement. Par sa froideur, par des mots qui coupèrent comme des couteaux, par des silences comme un qui duraient des jours. Ma mère n'était pas quelqu'un d'affectueux, se souviendrait Audrey des années plus tard. Elle était une mère formidable, mais elle avait reçu une éducation victorienne très stricte. Elle était très exigeante. Elle avait beaucoup d'amour en elle, mais ne savait pas toujours le montrer. Son fils Lucas révéla plus tard quelque chose qui explique tout. Audrey lui confia que pendant la guerre, sa tante Mièche avait été plus une mère pour elle qu'Ella. Miège était la douce. C'est elle qui m'apprenait à dessiner, à jouer, à lire. Elle était la figure maternelle. C'est elle qui me prenait dans ses bras quand je pleurais. Elle essuyait mes larmes. Ma mère, c'était les règles, les exigences, les punitions. Une petite fille d'Ella dirait plus tard, « Avec grand-mère, tu devais faire attention à tes manières. » Elle pouvait être très sévère. Elle arrivait toujours avec un visage sérieux, presque un masque de glace. Je ne l'ai jamais vue rire vraiment. Mais il y eut une phrase qu'Audrey ne put jamais oublier. Une phrase qui la hantait chaque fois qu'elle recevait un prix, chaque fois que le public applaudissait. Sa mère lui dit un jour, en la regardant droit dans les yeux, « En considérant que tu n'as aucun talent, c'est vraiment extraordinaire ce que tu as accompli. Imagine entendre cela de ta propre mère, après un Oscar, après Hollywood, après que le monde t'admire, en considérant que tu n'as aucun talent. » Le secret le mieux gardé d'Audrey, c'est qu'elle était triste. Audrey porta cette phrase comme une pierre dans la poitrine. Elle ne put jamais se réconcilier avec les convictions politiques de sa mère. Elle n'en parlait jamais. Un silence lourd comme une dalle entre elles. Et pourtant, ce n'était rien comparé à ce qui l'attendait. Quand l'Allemagne envahit les Pays-Bas en mai 1940, Audrey avait 11 ans. Elle étudiait le ballet, rêvait de scène, collectionnait les photos de danseuses célèbres. Son nom anglais la rendait suspecte aux yeux des nazis. Les soldats se méfiaient de tout ce qui sonnait britannique. Sa mère la rebaptisa Edda van Heemstra pour la protéger. Elle lui interdit de parler anglais en public. Elle lui dit que si quelqu'un demandait, elle était hollandaise. Uniquement hollandaise. Ce qui suivit fut 5 années d'horreur. Audrey vit des exécutions dans les rues. Elle vit des soldats allemands sortir des hommes de leur maison, les aligner contre des murs, tirer pendant que leur famille regardait. Le sang coulait sur les pavés. Elle vit des Juifs chargés dans des wagons pour être déportés. Des familles entières, des enfants pleurant en s'accrochant aux jupes de leur mère, des vieillards tremblant de froid et de peur. Les soldats les poussaient à coups de crosse. Je me souviens très clairement d'un petit garçon debout avec ses parents sur le quai, raconta-t-elle plus tard. Très pâle, très blond, portant un manteau trop grand pour lui. Il est monté dans le train. Il ne s'est pas retourné. Il est juste monté.
Elle ne l'oublia jamais. Elle entendait les cris des résistants torturés dans un bâtiment du centre d'Arnhem. Les hurlements traversaient les murs, douleur, supplication, désespoir. Et elle marchait, essayant de ne pas entendre, essayant de continuer, de faire comme si tout était normal. Le 15 août 1942, les nazis exécutèrent l'oncle d'Audrey, Otto van Limburg-Stirum, magistrat respecté qui avait refusé de soutenir l'occupation. 5 tirs, 5 corps au sol. Un avertissement. Ce fut le choc qui ouvrit les yeux de sa mère. L'ancienne admiratrice d'Hitler vit enfin ce que le régime qu'elle avait glorifié était capable de faire. Mais le mal était fait. L'un des demi-frères d'Audrey fut déporté dans un camp de travail allemand. L'autre passa la guerre caché dans des caves et des greniers. Et puis arriva l'impardonnable. À 14 ans, Audrey Hepburn rejoignit la résistance néerlandaise, une adolescente contre la plus puissante armée d'Europe. Combien d'entre nous auraient eu ce courage? Elle travaillait comme messagère pour le docteur Hendrik Berghoft, chef local de la résistance. Comme elle parlait couramment anglais, elle était parfaite pour aider les pilotes alliés abattus derrière les lignes ennemies. Elle cachait des messages dans ses chaussures. Le papier froissait contre ses pieds pendant qu'elle marchait sous le regard des soldats allemands. Si on la découvrait, elle et toute sa famille seraient exécutés. Mais elle continuait à marcher, souriant aux soldats, jouant l'adolescente ordinaire. Elle distribuait le journal clandestin à vélo, parcourant des chemins de terre, portant des nouvelles de la BBC, des nouvelles d'espoir que les nazis voulaient étouffer. Elle apportait de la nourriture aux pilotes alliés cachés dans les bois. Elle traversait les champs la nuit avec un panier de nourriture, sachant que si un soldat la trouvait, tout serait fini. Une fois, alors qu'elle cueillait des fleurs sauvages près d'une forêt où des pilotes se cachaient, des soldats nazis l'abordèrent. Son cœur battait si fort qu'elle était convaincue qu'ils pouvaient l'entendre. Ses mains tremblaient, sa bouche se desséchait, mais elle resta calme. Avec un sourire innocent, elle leur offrit un bouquet improvisé. Les soldats éclatèrent de rire. Ils lui dirent quelque chose en allemand qu'elle fit semblant de ne pas comprendre. Ils ne l'ennuyèrent pas. Ils la laissèrent partir. Elle marcha sans se retourner, sans courir, même si chaque cellule de son corps lui criait de fuir. Elle dansait aussi. Elle se produisait lors de soirées clandestines, des spectacles secrets, fenêtres couvertes de couvertures noires pour que les nazis ne voient pas la lumière, pour qu'ils n'entendent pas la musique. Le public s'asseyait en silence, applaudissant sans bruit, récoltant de l'argent pour la résistance, pour cacher des juifs et d'autres fugitifs. Sa famille cacha un parachutiste britannique dans leur cave pendant la bataille d'Arnhem. Chaque nuit, Audrey descendait lui apporter de la nourriture. Le soldat lui parlait de l'Angleterre, de sa famille, de la vie avant la guerre, et elle lui promettait qu'un jour, tout cela se terminerait. Chaque nuit, elle savait que s'ils étaient au découvert, ils seraient tous exécutés, mais elle continuait à descendre, à porter de la nourriture, à écouter les histoires. Mais le pire n'avait pas encore commencé. Après le jour J, en juin 1944, une lueur d'espoir traversa les Pays-Bas. Les Alliés avançaient. La libération semblait proche. Les Néerlandais croyaient qu'en quelques semaines, ils seraient libres. Puis les cheminots néerlandais déclenchèrent une grève massive pour réduire la capacité allemande à ravitailler ses troupes. C'était un acte de résistance nationale. Un pays entier disant « ça suffit ». 70 000 travailleurs quittèrent leur poste. Aucun train nazi ne circulerait sur le territoire néerlandais. En représailles, les nazis bloquèrent toutes les livraisons alimentaires aux Pays-Bas. Ce qui suivit est connu sous le nom de Hunger Winter, l'hiver de la faim. L'hiver le plus cruel que l'Europe ait connu. Il tua plus de 20 000 personnes. Des enfants qui s'endormaient et ne se réveillaient pas. Des vieillards qui s'effondraient dans les rues. Des familles entières retrouvées mortes chez elles, serrées les unes contre les autres pour se tenir chaud. Je suis resté jusqu'à 3 jours sans manger, se souviendrait Audrey, le regard perdu dans le passé. La plupart du temps, nous vivions avec des rations de famine. Pendant des mois, le petit déjeuner consistait en de l'eau chaude et une tranche de pain fait de farine de haricots bruns. Le bouillon du midi provenait d'une seule pomme de terre. Il n'y avait ni lait, ni sucre, ni céréales d'aucune sorte. La famille mangeait des bulbes de tulipes, de l'herbe bouillie, de l'écorce d'arbres, des feuilles sèches, des racines déterrées dans le jardin. Tout ce qui pouvait être mâché. Parfois, Audrey marchait des kilomètres à la recherche de nourriture, frappait aux portes des fermes,
suppliait. Parfois, on lui donnait quelque chose. Parfois, on la renvoyait les mains vides. Elle rentrait chez elle les pieds en sang et l'estomac vide. Un soir, en cherchant des racines dans un parc, elle vit une famille manger de l'herbe directement au sol. Un père, une mère, deux petits-enfants mâchant de l'herbe comme des animaux. Elle n'oublia jamais cette image. Audrey développa un œdème. Ses jambes enflèrent au point qu'elle ne pouvait plus marcher. Elle souffrait d'une anémie sévère qui la laissait trop faible pour se lever du lit. Une jaunisse transforma sa peau en un jaune maladif. Ses problèmes respiratoires la faisaient cracher du sang. Des infections pulmonaires persistaient malgré les remèdes. Elle pesait à peine 40 kilos pour 1,70 m. Les médecins diraient un an plus tard qu'elle était à quelques semaines de mourir, que si la guerre avait duré un peu plus longtemps, elle n'aurait pas survécu. La malnutrition modifia son corps pour toujours. Ses os, ses organes, son métabolisme, tout fut marqué. Sa silhouette mince, celle que le monde célébrerait comme élégante, celle que les magazines appelleront parfaite, celle que des millions de femmes tenteraient d'imiter par des régimes stricts, n'était en réalité que le résultat permanent de la famine de son enfance. « Mon corps n'est pas quelque chose à imiter », dirait-elle tristement des années plus tard. « Je suis devenue comme ça parce que je n'avais pas le choix, à cause d'une tragédie. Quand je vois de jeunes femmes se priver de nourriture pour me ressembler, j'ai envie de pleurer. Elles ne savent pas ce qu'elles font. » Quand la guerre prit fin en mai 1945, des camions d'aide humanitaire arrivèrent aux Pays-Bas. UNICEF et d'autres organisations distribuèrent nourriture, lait, pain, chocolat. Audrey se rappellerait toute sa vie la première bouchée de chocolat qu'elle goûta après la libération. Le goût, la texture, les larmes qui coulèrent sur ses joues. « Cette barre de chocolat m'a sauvé la vie », dirait-elle des décennies plus tard. UNICEF m'a sauvé la vie. C'était une dette qu'elle passerait le reste de ses jours à essayer de rembourser. Le secret le mieux gardé d'Audrey, c'est qu'elle était triste. Audrey Hepburn rêvait de devenir prima ballerina. Depuis l'âge de 5 ans, elle rêvait de scène, de tutu blanc, de projecteurs. Elle tournoyait devant son miroir, imaginant des salles remplies l'applaudissant. Ce rêve l'avait gardée en vie pendant la guerre. Quand elle avait faim, elle pensait au ballet. Quand elle avait peur, elle imaginait danser. C'était son refuge mental, son lieu sûr. Mais la malnutrition lui vola ce rêve. Après la guerre, elle obtint une bourse pour étudier le ballet à Londres avec Marie Rambert, l'une des professeurs les plus respectées au monde. Audrey travaillait sans relâche. 6 heures par jour, réveils avant l'aube, couchée épuisée. Ses camarades l'admiraient, ses professeurs voyaient sa détermination, mais ils voyaient aussi autre chose. Elle n'avait pas la musculature d'une danseuse professionnelle. Son corps affaibli ne pouvait pas suivre. Marie Rambert lui annonça un jour la nouvelle dévastatrice. Elle était trop grande pour les compagnies de ballet classiques. Ses pieds étaient trop grands pour les chaussons. Mais surtout, son corps abîmé par la faim ne récupérerait jamais la force ni la technique nécessaires à un niveau professionnel. « Je n'avais pas du tout le niveau des autres filles de mon âge », admettrait Audrey plus tard. « J'avais perdu des années cruciales d'entraînement et mon corps ne pouvait plus les rattraper. » Audrey sortit du bureau en larmes. Elle marcha dans les rues de Londres sans but, pleurant jusqu'à ne plus avoir de larmes. Le ballet était tout pour elle. Le seul rêve qui lui avait permis de survivre 5 années d'horreur. Et maintenant, ce rêve était mort. Elle dut se réinventer. Du ballet au théâtre, du théâtre au mannequinat, du mannequinat au petit rôle, puis presque par accident à Hollywood. Mais le ballet resta toujours son amour perdu. Jusqu'à la fin, elle continua de danser seule chez elle, devant son miroir, dansant ce qu'elle n'avait jamais pu danser sur scène, dansant pour la fillette qu'elle avait été, dansant pour le rêve disparu. Et peut-être que toi aussi tu connais cette sensation. Quand tu es enfin prête pour quelque chose, et que la vie te dit qu'il est trop tard, que ton corps ne peut plus, que le rêve que tu as gardé vivant pendant des années de douleur ne t'appartient plus, que la porte que tu attendais s'est refermée. Audrey le ressentit avec le ballet, et elle le ressentirait encore bien d'autres fois. Attention, car voici la première des 4 choses que presque personne n'ose raconter à propos d'Audrey Hepburn, la photographie de Munich. En mai 1935, les parents d'Audrey partirent en Allemagne avec la délégation fasciste d'Oswald Mosley. Ils visitèrent à la Maison Brune de Munich, quartier général du parti nazi, et là, une photographie de groupe fut prise.
On y voit les Hepburn Ruston aux côtés des célèbres sœurs Mitford, Unity Mitford, membre du cercle intime d'Hitler, qui dînait avec lui, qu'il adorait publiquement, et qui se tira une balle lorsque l'Angleterre déclara la guerre à l'Allemagne, Pamela Mitford, et d'autres fascistes britanniques de premier plan. Tous souriants, tous fiers. Cette photo resta encadrée en argent sur la cheminée d'Ella pendant des années. Pendant des années. Peux-tu imaginer grandir en voyant cette photo chaque jour, en sachant qui étaient ces gens, en sachant ce que cela signifiait, en te demandant pourquoi ta mère l'exposait avec fierté? Quand Audrey devint célèbre, Hollywood dut enterrer cette histoire. Un scandale nazi aurait détruit sa carrière dans les années 50. L'Amérique n'aurait jamais accepté une star dont les parents admiraient Hitler. Aucun studio ne l'aurait engagé, aucun magazine ne l'aurait mise en couverture. Alors on inventa la légende. L'aristocrate élégante, la héroïne de la résistance, l'histoire parfaite. Une histoire vraie, mais incomplète. Audrey était une héroïne de la résistance. Elle avait risqué sa vie. Elle avait aidé des fugitifs. Elle avait porté des messages aux Alliés. Mais l'autre part était vraie aussi. Les parents nazis, la photo avec Hitler, le père emprisonné comme ennemi de l'État. Audrey porta ce secret toute sa vie. Elle n'en parla jamais publiquement. Quand on lui posait des questions sur son père, elle changeait de sujet. Quand on évoquait la guerre, elle parlait de la faim, jamais des convictions de ses parents. Et lorsqu'elle mourut, sa famille en garda le silence. 30 ans de silence, jusqu'à ce que le chercheur Robert Madsen déterre toute l'affaire en 2019. Il fouilla les archives, retrouva des documents, et la photo refit surface. L'ange d'Hollywood avait des squelettes dans le placard, des squelettes portant des uniformes nazis. Mais ce que je vais te raconter maintenant change absolument tout. Anne Frank et Audrey Hepburn sont nées à quelques semaines d'intervalle en 1929. Elles vivaient à seulement 60 km l'une de l'autre pendant l'occupation nazie. Toutes deux adolescentes pendant la guerre. Toutes deux écrivant un journal. Toutes deux rêvant d'avenir. Toutes deux brisées par l'horreur. Mais avec une différence essentielle. Anne était juive. Anne Frank mourut du typhus au camp de Bergen-Belsen en février 1945, quelques semaines avant la libération. Elle avait 15 ans. Elle mourut sans savoir que la guerre touchait à sa fin, sans savoir que son journal deviendrait l'un des livres les plus lus au monde. Audrey Hepburn survécut, pour devenir la star la plus iconique de sa génération. Lorsque le journal d'Anne Frank devint un phénomène mondial, Hollywood décida d'en faire un film en 1959. Le réalisateur George Stevens n'avait qu'une actrice en tête, Audrey Hepburn. Otto Frank, le père d'Anne, et seul survivant de la famille, écrivit personnellement à Audrey. La lettre arriva chez elle, en Suisse. Audrey l'ouvrit avec des mains tremblantes. Otto lui demandait d'incarner sa fille à l'écran. Il lui disait qu'Anne aurait été honorée qu'une actrice aussi aimée la représente. Il soulignait même leur ressemblance physique frappante lorsqu'elles étaient adolescentes. Les mêmes grands yeux, le même sourire rempli d'espoir. Audrey lut la lettre, puis elle lut le journal, puis elle le relut. Elle l'annota. Elle souligna des passages. Elle écrivit dans les marges. Et cela la brisa. J'ai marqué l'endroit où elle écrit « 5 otages fusillés aujourd'hui », dit Audrey des années plus tard, la voix tremblante. C'était le jour où ils ont fusillé mon oncle. La même date, la même horreur. Et dans les mots de cet enfant, je lisais ce qu'il y avait en moi, ce qui est encore en moi. Cette petite fille enfermée avait écrit un compte rendu complet de tout ce que j'avais vécu et ressenti. Audrey refusa le rôle. J'étais tellement bouleversée que j'ai dit que je ne pouvais pas affronter cela, expliqua-t-elle. C'était comme si cela était arrivé à ma sœur. D'une certaine manière, elle était mon âme jumelle. Elle ajouta qu'à 30 ans, elle était trop âgée pour jouer une adolescente. Mais ceux qui la connaissaient savaient la vérité. Le traumatisme était trop proche, trop réel, trop douloureux. Son biographe Robert Madsen pense qu'Audrey souffrait de culpabilité du survivant. Elle avait survécu. Anne Frank, non. Et elle ne comprit jamais pourquoi. Le secret le mieux gardé d'Audrey, c'est qu'elle était triste. Plus tard, Audrey lirait publiquement des extraits du journal d'Anne Frank lors de concerts pour lever des fonds pour UNICEF. Sa voix tremblait. Des larmes coulaient sur ses joues. C'était sa façon d'honorer son âme sœur sans revivre son trauma à l'écran. Ce journal qu'elle avait annoté, la page où elle indiqua la date où son oncle fut exécuté,
C'est le deuxième objet que je t'avais promis. Et maintenant, tu comprends pourquoi cela faisait si mal. Souviens-toi du schéma d'abandon paternel. Tu vas en avoir besoin pour ce qui vient. En décembre 1953, lors de la première britannique de vacances romaines, Gregory Peck présenta Audrey à Mel Ferrer. Un acteur et réalisateur, 12 ans plus âgé qu'elle, 2 fois divorcé, père de 4 enfants. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime en Suisse. Dès le début, leurs collègues remarquèrent quelque chose d'inquiétant. Mel était difficile, contrôlant, jaloux de la réussite d'Audrey. Il ne supportait pas qu'elle soit plus célèbre. Il ne supportait pas que les journalistes s'intéressent à elle plutôt qu'à lui. Certains disaient qu'il tentait d'utiliser son succès pour relancer sa propre carrière. Son fils Sean confirmerait des années plus tard que son père était un homme exigeant, difficile, et qu'il regretta toute sa vie d'avoir détruit cette relation. Souviens-toi de ce qu'Audrey disait de son père, qu'elle l'aimait plus que tout, que son abandon avait été un traumatisme, qu'elle avait passé des années à attendre un retour impossible. Maintenant, regarde l'homme qu'elle choisit comme mari, plus âgé, contrôlant, émotionnellement distant, quelqu'un qui la faisait douter d'elle-même, de son talent. Sean l'exprima avec une clarté déchirante. Elle semblait chercher quelqu'un qui soit plus un père qu'un mari. Les psychologues appellent cela la répétition du traumatisme. Nous cherchons inconsciemment des relations qui reproduisent les blessures de notre enfance, comme si les revivre pouvait enfin les guérir. Mais cela fonctionne rarement. Audrey cherchait à combler le vide laissé par Joseph Ruston. Elle cherchait un père, et elle choisit un homme qui allait la faire souffrir de la même manière. Pendant leur mariage, les rumeurs d'infidélité de Ferrer étaient constantes, pendant les fêtes, sur les plateaux. Audrey savait. Elle faisait semblant de ne pas savoir, mais elle savait. Elle eut elle-même des aventures. La plus notable avec William Holden lors du tournage de Sabrina en 1954. Holden était marié, père de 3 enfants, 11 ans plus âgé qu'elle. Un acteur légendaire avec un sourire irrésistible. Audrey le considérait comme l'homme le plus beau qu'elle ait jamais rencontré. Elle tomba amoureuse intensément, désespérément, comme quelqu'un qui n'a jamais été aimé comme il le mérite. Elle voulait l'épouser. Elle imaginait une vie avec lui. Mais alors elle découvrit quelque chose qui changea tout. Holden lui avoua qu'il avait subi une vasectomie plusieurs années plus tôt. Il ne pourrait jamais lui donner les enfants qu'elle désirait tant. Elle mit fin à la relation le jour même. Elle pleura des semaines, mais sa décision était ferme. Son désir d'être mère était plus fort que tout. Elle eut aussi une liaison avec le scénariste Robert Anderson, pendant The Nun Story, apparemment en réponse aux infidélités de Ferrer. Le mariage dura 14 ans, hauts et bas, disputes, silence, réconciliation, jusqu'au divorce en 1968. Ferrer déclara plus tard, presque perplexe, « Je ne sais toujours pas quels étaient les problèmes. 14 ans de mariage, et il ne comprenait même pas pourquoi elle était partie. Cela dit tout sur Mel Ferrer. 14 ans de mariage, et il ne comprenait pas pourquoi elle l'avait quitté. Cela dit tout ce qu'il faut savoir sur Mel Ferrer. Mais ce n'était que le prologue. Et voici maintenant le tournant que personne n'avait vu venir. En 1969, Audrey épousa Andrea Dotti, un psychiatre italien 9 ans plus jeune qu'elle. Elle le rencontra lors d'une croisière et tomba rapidement amoureuse. Il était charmant, sophistiqué, savait dire exactement les bons mots. Il la faisait rire. Au début, tout semblait parfait. Ils s'installèrent à Rome. Ils eurent un fils, Luca, en 1970. Audrey prit pratiquement sa retraite d'Hollywood pour se consacrer à sa famille. Elle quitta les plateaux, abandonna les films, abandonna tout pour être mère et épouse. Mais il y avait un problème. Un problème qu'Audrey mit des années à reconnaître. Un problème qui détruirait tout. Doty était un séducteur compulsif. Pendant qu'Audrey restait à la maison pour élever les enfants, son mari passait ses soirées de discothèque en discothèque dans Rome. Il posait avec des mannequins, des actrices, n'importe quelle femme prête à lui accorder un peu d'attention. Les paparazzi italiens le photographièrent avec plus de 200 femmes différentes au cours de leur mariage. 200. Il ne faisait aucun effort pour cacher ses aventures. Elles étaient publiées dans les magazines. Audrey les voyait en achetant du pain pour ses enfants. Les maris italiens n'ont jamais été célèbres pour leur fidélité, dirait Doty plus tard avec un sourire cynique qui glaçait le sang. En plus de ses infidélités, il attendait d'Audrey qu'elle incarne le rôle de la parfaite épouse italienne.
qu'elle reste à la maison, qu'elle se consacre uniquement aux enfants et au foyer, qu'elle ne pose aucune question, qu'elle se taise, qu'elle endure, qu'elle sourit. Voici maintenant la deuxième révélation, ce que son fils Sean a révélé publiquement à propos de cette nuit de 1978, la nuit qui marqua Audrey à jamais. En 1978, Sean Hepburn Ferrer avait 18 ans. Il rentra à la maison après une après-midi passée avec des amis. La maison était silencieuse, beaucoup trop silencieuse. Il monta les escaliers, son cœur battait fort. Il ouvrit la porte de la chambre de sa mère, ce qu'il vit le hantera pour le reste de sa vie. Audrey était dans son lit, les yeux rouges, le regard perdu, un flacon presque vide de somnifère sur la table de nuit. Elle avait essayé d'en finir. Sean courut vers elle, la secoua, cria son nom, appela les médecins. Les heures suivantes furent un enfer. Ambulance, docteur, questions. Quand Audrey reprit conscience, les yeux gonflés, la voix brisée, elle avoua à son fils adolescent les vérités les plus dures sur les infidélités de Dottie. Des détails qu'aucun enfant ne devrait entendre. Des humiliations qu'elle portait depuis des années. Des nuits passées à l'attendre. Des appels auxquels il ne répondait pas. Des photos de lui avec d'autres femmes dans les magazines. Sean racontera plus tard la dualité terrifiante de son beau-père. Si charmant en public, si cruel en privé, et comment son adultère permanent avait détruit sa mère. Dottie, dit Sean avec amertume, a tué ce mariage un peu plus chaque jour pendant 10 ans. Pensez un instant. La femme que le monde voyait comme l'incarnation de la grâce et de l'élégance, avalant des somnifères, avouant à son fils qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait atteint sa limite. Le secret le mieux gardé d'Audrey, c'est qu'elle était triste, et personne ne le savait. Elle gardait une image parfaite devant le monde pendant que son cœur se brisait. Les magazines montraient un sourire impeccable. La réalité était tout autre. Le divorce fut prononcé en 1982, après 13 ans de mariage. Audrey resta en Italie pour que Luca puisse maintenir un lien avec son père. Mais Sean révéla ensuite quelque chose qui brise l'âme. Dottie n'utilisa jamais son droit de visite. Il abandonna son fils, comme Joseph Ruston avait abandonné Audrey. Le cycle se répétait, génération après génération. Peut-être que toi aussi tu as vu cela. Des schémas qui se répètent, des blessures non guéries qui se transmettent aux enfants, la douleur qui trouve toujours un moyen de se perpétuer. Audrey en avait souffert avec ses parents, ses maris, ses enfants. Le secret le mieux gardé d'Audrey, c'est qu'elle était triste. Elle ne trouva un semblant de paix qu'à 51 ans. Robert Wolders, un acteur néerlandais veuf. Ils ne se marièrent jamais officiellement, mais vécurent ensemble les 12 dernières années de sa vie. Audrey le présentait comme « mon mari Rob ». Elle le considérait comme son âme sœur. C'était son jumeau spirituel, disait une amie proche. L'homme avec qui elle voulait vieillir, le seul qui la comprenait vraiment. Mais avant de parler de la fin, tu dois connaître la douleur la plus profonde de sa vie. Et voici maintenant la troisième révélation, peut-être la plus surprenante de toutes. Les bébés qu'Audrey a perdus. S'il y a quelque chose qu'Audrey désirait plus que la célébrité, plus que les prix, plus que la reconnaissance d'Hollywood, c'était être mère. Elle avait attendu toute sa vie pour avoir une famille, dira son fils Sean. C'était ce qu'elle voulait vraiment, la seule chose qu'elle voulait vraiment. Mais ce chemin fut un cauchemar fait de pertes répétées, une torture qui dura des décennies. Audrey subit au moins 5 fausses couches au cours de sa vie. La première en 1955, peu après son mariage avec Mel Ferrer. Elle avait à peine eu le temps de rêver de prénom, de berceau, puis tout s'arrêta, sans raison, sans avertissement. La seconde en 1959 fut particulièrement brutale. Pendant le tournage de The Unforgiven, Audrey dut monter des chevaux sauvages. Ils n'étaient pas dressés pour le cinéma. Ils étaient dangereux. L'un d'eux la désarçonna. Elle tomba violemment sur le dos, se fractura 4 vertèbres. Les médecins dirent qu'il était miraculeux qu'elle puisse encore marcher. Mais quelque chose d'encore plus terrible arriva. Elle perdit le bébé. Un enfant à peine en train de se former. Ce film faillit lui coûter la vie. Il lui coûta quelque chose de pire. La troisième fausse couche eut lieu en 1965. La quatrième en 1967, la plus dévastatrice. Elle était enceinte de 6 mois, d'une petite fille. Elle avait choisi un prénom, préparé la chambre, acheté de minuscules vêtements. Elle sentait déjà ses coups. Elle lui parlait chaque soir, et soudain, son corps la trahit.
Les médecins n'avaient pas d'explication. Parfois, cela arrive, dirent-ils, comme si cela expliquait quoi que ce soit. La cinquième perte eut lieu en 1974 pendant son mariage avec Dottie, alors qu'elle avait presque renoncé à l'idée d'avoir d'autres enfants. Je sais que la deuxième perte, à 6 mois, fut extrêmement douloureuse, expliquera Sean. C'était une petite fille. Elle allait être ma sœur aînée. Maman avait tout préparé. Je l'avais sentie bouger. Sean expliqua que le tabou culturel autour de ces sujets à l'époque ajoutait une couche de honte et de solitude à la souffrance. On venait d'une culture où il fallait avancer, ne pas en parler, ne pas pleurer, faire comme si rien ne s'était passé. Maman avançait, mais la douleur ne la quittait jamais. Audrey dira plus tard quelque chose qui brise le cœur. Mes pertes ont été plus douloureuses pour moi que tout le reste, plus que le divorce de mes parents, plus que la disparition de mon père. Pensy, plus douloureux que l'abandon de son père, plus douloureux que la guerre, plus douloureux que la faim. 5 fois. 5 bébés qui ne sont jamais nés. 5 funérailles qui n'ont jamais eu lieu. 5 prénoms jamais prononcés. 5 berceaux vides. Peut-être que toi aussi tu sais ce que c'est que porter un deuil silencieux. Un chagrin que personne ne connaît. Des larmes versées en cachette. Audrey portait tout cela. Et le monde ne voyait que son sourire. Le secret le mieux gardé d'Audrey, c'est qu'elle était triste. Quand Sean naquit en 1960, après 2 pertes, Audrey écrivit à un ami « Sean est véritablement un rêve, et j'ai du mal à croire qu'il est vraiment à nous pour toujours. » À nous pour toujours, comme si elle craignait de le perdre lui aussi. Ses 2 fils devinrent son univers. Pour eux, elle abandonna Hollywood. Pour eux, elle endura des mariages malheureux. Pour eux, elle redéfinit entièrement ce que signifiait la réussite. Mais avant la fin, il faut savoir une dernière chose. Audrey Hepburn, nommée par l'American Film Institute, 3e plus grande actrice de l'histoire du cinéma américain, ne se trouvait pas jolie. Son fils Lucas révéla qu'elle décrivait son visage iconique comme un bon mélange de défauts. Elle pensait que son nez était trop grand, ses pieds trop grands, qu'elle était trop maigre, qu'elle n'avait pas assez de poitrine. Elle se regardait dans le miroir et disait « Je ne comprends pas pourquoi les gens me trouvent belle. Je ne comprends pas. » Ces mots la poursuivirent toute sa vie. Elle ne comprenait pas pourquoi son père l'avait abandonnée. Elle ne comprenait pas pourquoi les hommes la trompaient. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait perdu autant de bébés. Elle ne comprenait pas pourquoi le monde l'admirait. Et maintenant, voici la raison pour laquelle j'ai raconté toute cette histoire. Dans les dernières années de sa vie, Audrey trouva enfin un sens profond à son existence, l'humanitaire. Elle se consacra entièrement à UNICEF. En 1988, elle se rendit en Éthiopie. Ce qu'elle y vit la transforma à jamais. Des enfants au ventre gonflé par la malnutrition. Des mères tenant des bébés plus légers que des poupées. Des visages squelettiques avec de grands yeux. C'était comme regarder dans un miroir de mon passé, dit-elle plus tard. Je voyais l'enfant que j'avais été pendant la guerre. Je voyais la faim qui a failli me tuer. Elle voyagea en Turquie, en Amérique centrale, au Vietnam, au Bangladesh, en Somalie, attirant l'attention du monde sur des enfants qui mouraient dans le silence. Elle qui avait été sauvée de la famine par des organisations humanitaires, consacra désormais sa célébrité à sauver les autres. UNICEF m'a sauvée quand j'étais enfant, répétait-elle dans chaque discours. On m'a donné de la nourriture, des vêtements, des médicaments. Sans eux, je serais morte en 1945. Maintenant, c'est à mon tour de rendre. Ce n'était pas du travail d'image. Ce n'était pas pour les photos. Audrey entrait dans les camps de réfugiés, s'asseyait dans la poussière avec les mères, tenait des enfants mourants dans ses bras, pleurait avec eux. En septembre 1992, elle revint d'un voyage épuisant en Somalie, où elle avait vu une famine dévastatrice, la pire qu'elle ait jamais observée. Pendant ce voyage, elle ressentit de violentes douleurs abdominales. Elle les ignora. Il y avait trop à faire. Trop d'enfants à aider. En novembre 1992, elle accepta finalement d'aller se faire examiner à Los Angeles. La chirurgie exploratoire révéla le pire. Un cancer, un pseudomyxome péritonéal, une forme extrêmement rare de cancer de l'appendice. Si rare qu'elle touche environ 1000 personnes par an dans le monde. Si agressive qu'elle est presque toujours détectée trop tard. Le cancer s'était répandu dans tout son abdomen. Il était inopérable. Il n'y avait rien à faire. Les médecins lui donnèrent 3 mois à vivre.
Lorsque Sean l'en informa, Audrey regarda simplement par la fenêtre. Le soleil de Californie illuminait la pièce. Dehors, la vie continuait. Quelle déception, dit-elle calmement. Elle ne pleura pas, ne cria pas, ne s'effondra pas. Juste, quelle déception. Comme si la mort n'était qu'une déception de plus dans une vie qui en avait déjà tant connue. Et voici maintenant la quatrième et dernière révélation, celle que je t'avais promise depuis le début, les cadeaux de son dernier Noël. Audrey consacra ses dernières de force à préparer Noël. C'était sa fête préférée. Lors du repas, elle offrit à chacun de ses proches un cadeau pour se souvenir d'elle. Des manteaux d'hiver, un pour Givenchy, un pour Sean, un pour Robert Walder. Pense à moi quand tu le porteras, dit-elle en les donnant de ses mains tremblantes. Pense à moi quand tu le porteras. Cette nuit-là, avant de dormir, elle dit à Robert, c'est le plus beau Noël que j'ai jamais eu. Le secret le mieux gardé d'Audrey, c'est qu'elle était triste. Mais lors de son dernier Noël, elle trouva enfin un peu de paix. Le mercredi 20 janvier 1993 à 19 heures, Audrey Hepburn mourut dans son sommeil. Elle avait 63 ans. Les boutiques Tiffany du monde entier placèrent sa photo en vitrine. Un simple panneau noir aux lettres blanches, Audrey Hepburn, notre amie, Holly Golightly, 1929-1993. Les vitrines qui d'ordinaire exposaient des bijoux n'exposaient plus qu'elle, son visage. Elizabeth Taylor dit en larmes, « Dieu a gagné un ange magnifique ». 4 jours plus tard, son enterrement eut lieu dans une petite église de pierre en Suisse, près de son village. Des milliers de personnes vinrent de partout pour lui dire adieu. Il y avait plus de 25 000 personnes dans les rues, se souvint Sean. On aurait dit un concert de rock. Je n'avais jamais vu ça. Le monde entier pleurait d'une femme qui n'avait jamais compris pourquoi il l'aimait tant. Et voici une dernière ironie. Une ironie qu'il aurait brisée si elle avait pu la voir. Audrey laissa un testament manuscrit. Elle y stipulait que ses fils, Sean et Lucas, devraient partager ses biens équitablement. 50-50. Mais elle n'indiqua pas qui devait recevoir quoi. Elle ne fit aucune liste. Elle ne précisa aucun objet. Elle crut que ses fils sauraient en s'entendre, qu'ils se respecteraient, qu'ils resteraient une famille. Elle se trompait. Des décennies de procès suivirent, des avocats, des tribunaux, des disputes infinies. En 2015, plus de 20 ans après sa mort, Sean poursuivit Lucas en justice concernant des objets stockés dans un entrepôt de Los Angeles. Des photos de tournage, des affiches originales, des vêtements de scène, des bijoux, des prix, des scripts annotés de la main d'Audrey. Il ne parvenait pas à s'accorder sur ce que signifiait « parts égales ». Nombre d'objets, valeur financière, valeur sentimentale. Le célèbre petit tailleur noir de Breakfast at Tiffany's fut vendu 920 000 $ aux enchères, presque 1 million pour une robe. En 2017, la situation empira. Sean fut poursuivi par la fondation caritative Audrey Hepburn Children's Fund, la fondation qu'il avait lui-même créée. On l'accusait d'utiliser le nom de sa mère pour des intérêts personnels. Les fils d'Audrey Hepburn en guerre pour son héritage, pour des objets, pour de l'argent. Elle qui ne désirait qu'une famille, elle qui avait tout sacrifié pour eux, elle qui, dans ces dernières années, choisit d'aider des enfants mourant de faim plutôt que de continuer sa carrière. Et ses propres fils finirent par se battre pour des robes et des photos. Le secret le mieux gardé d'Audrey, c'est qu'elle était triste. Et peut-être que si elle nous voyait aujourd'hui, elle ne comprendrait toujours pas. Elle ne comprendrait pas pourquoi ses enfants ne peuvent pas partager, pourquoi ils se disputent des objets quand elle leur a donné tout son amour. Elle ne comprendrait pas pourquoi le monde parle encore d'elle 30 ans après sa mort. Pourquoi des millions de personnes regardent encore ses films. Pourquoi son image demeure iconique. Elle ne comprendrait pas pourquoi tant de gens la trouvent belle quand elle ne voyait en elle qu'un assemblage de défauts. Aujourd'hui, Sean Hepburn Ferrer a 65 ans. Il s'est marié 4 fois. Il a 3 enfants. Il dirige la société UNICEF Hepburn pour poursuivre le travail humanitaire de sa mère. Luca Dotti a 55 ans. Il vit à Rome avec sa famille. Il dirige la fondation Audrey Hepburn Children's Fund. Malgré leurs différends, ils ont un point commun. Ils veulent que le monde se souvienne d'Audrey, non comme une icône de cinéma, mais comme une femme qui a sauvé des milliers d'enfants. Audrey Hepburn n'était pas parfaite. Elle était profondément humaine. Une enfant abandonnée par son père fasciste,
Une adolescente qui faillit mourir de faim. Une résistante qui risquait sa vie à 14 ans. Une femme qui perdit 5 bébés et qui continua malgré tout. Une épouse trahie 2 fois. Une mère qui aimait ses fils plus que tout. Une humanitaire qui consacra ses dernières années à sauver des enfants qu'aucun autre adulte ne voulait regarder. Et une femme qui ne pouvait jamais voir sa propre lumière. Le secret le mieux gardé d'Audrey, c'est qu'elle était triste. Et pourtant, elle choisit de donner de la lumière. Elle choisit de se lever chaque jour et de créer de la beauté. Elle choisit de sourire même quand son cœur faisait mal. Elle choisit d'aider les autres alors que personne ne l'avait aidée dans ses propres heures sombres. Voilà ce qui rend Audrey Hepburn extraordinaire. Pas sa beauté, pas ses films, pas ses robes, mais sa capacité à transformer la douleur en quelque chose de beau. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Abonne-toi pour que plus de gens découvrent la vraie Audrey. Pas le mythe hollywoodien, mais la femme avec toute sa douleur et toute sa lumière. La semaine prochaine, une autre histoire qu'Hollywood a voulu enterrer. Un autre mythe qui cachait un enfer. Un autre secret que personne n'avait osé raconter, jusqu'à maintenant.